Bonsoir, nous sommes le jeudi 9 juillet, il est 19 heures, horaire de Brasilia. La traductrice en langue des signes n'est pas là, n'est-ce pas? Je suis donc tout seul aujourd'hui, car comme vous l'avez vu, j'ai été infecté par le coronavirus. Il n'y a personne de présent ici, à part moi. 10 mètres me séparent de la seule personne qui se trouve dans la salle. Il n'y a donc aucun risque que je contamine quelqu'un ici, ainsi j'évite aussi les critiques. Je suis désolé car il s'agira d'un direct assez court. J'aurais voulu que le ministre Infrastructure, Tarcísio, se trouve ici avec moi. Nous nous étions mis d'accord pour parler de la question des chemins de fer au Brésil, de la ligne nord-sud, de la ligne Transnordestina, de la ligne ouest-est et de la ligne Malha Paulista, entre autres. Je ne pense pas que la semaine prochaine, le ministre Tarcísio pourra être avec moi en direct, même si j'espère être guéri le plus vite possible, mais je ne peux rien vous garantir. Je vais donc être tout seul, et je voudrais présenter mes excuses à tous ceux qui assistent à ce direct, car Pingo nos Is, qui est avec nous habituellement, n'est pas ici. Il ne sera donc pas possible que vous me posiez des questions, car je suis la seule personne présente ici. En ce qui concerne les masques, j'ai été très critiqué, n'est-ce pas? J'ai en effet mis un veto sur l'utilisation des masques. Je voudrais clarifier les choses pour tout le monde. Deux aspects sont en jeu. Quand un membre du Congrès présente un projet de loi et que ce projet de loi entraîne des dépenses pour l'État, ce membre doit indiquer comment sera financé ce projet de loi. Dans ce projet de loi, il y a des articles qui demandent que l'État fournisse des équipements de protection individuelle à des communautés indigènes, à des quilombolas, à plein de catégories, disons-le comme ça, qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à ces équipements de protection. Si je donne mon accord à ce projet de loi, j'ai l'obligation d'en respecter les articles. Mais, s'il n'y a pas de financement indiqué, où trouvera-t-on l'argent? C'est donc une loi totalement inapplicable. Maintenant, si des membres du Congrès veulent faire tomber mon veto, c'est leur choix. Avec des membres du Parlement, ils ont la possibilité de faire annuler mon veto. Dans ce cas, nous irons devant le tribunal constitutionnel avec pour argument la non-conformité ou la non-viabilité financière de ce projet de loi. Ce que je veux dire de manière très claire ici, c'est qu'un des articles du projet de loi rendait obligatoire le port de masques dans des endroits fermés. J'y ai mis mon veto. Si j'avais validé ce projet de loi, j'aurais pu donc, en théorie, être verbalisé par un membre du district fédéral pour non-utilisation du masque pendant que je fais ce direct avec vous. Et vous, la presse, dont je vois ici 5 signaux provenant de différentes chaînes de télévision, vous, les professionnels de l'information, vous n'utilisez pas de masque sur vos plateaux, comme la règle l'oblige normalement. Donc, il existe une brèche, puisque vous n'êtes pas du tout verbalisé par qui que ce soit. Cependant, des gouvernements locaux et des préfets ont déjà verbalisé des personnes pour non-utilisation du masque. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu dans une ville de l'État de Minas, dans la vieille ville, au commissariat de la police routière d'Araguari. J'ai discuté avec quelques membres de la police routière fédérale. Ils m'ont raconté que le nombre de personnes renversées sur les routes avait été multiplié environ par 3. J'ai donc demandé ce qui avait pu faire en sorte que le nombre de personnes renversées soit multiplié par 3 dans un contexte de pandémie. Un des policiers m'a donc présenté sa théorie. Monsieur le Président, ce n'est pas une chose prouvée bien sûr,
Mais la cause de tout cela, c'est le suicide. Autrement dit, des personnes désespérées par ce contexte anxiogène se suicident de manière lamentable. Ce fait n'est pas prouvé. Le policier qui a discuté avec moi a bien précisé qu'il s'agissait de sa théorie à lui, mais rien ne contredit le fait que ces morts pourraient être dues à des suicides. Donc, depuis le début de cette crise, je dis, oui, nous devons prendre soin des vies humaines, et je parle également de la question du chômage. J'ai été attaqué à cause de cela. Dans le passé, le tribunal suprême fédéral s'est prononcé et a clairement dit que les mesures restrictives relevaient de la responsabilité exclusive des gouverneurs locaux et des préfets. Le gouvernement fédéral a, lui, bien fait sa part du travail. Et donc, quelle est la tâche qui nous incombe dans tout ça? Elle consiste à fournir des moyens, des ressources pour les préfets et pour les gouverneurs locaux. Leur intention première était d'éviter une transmission trop rapide du coronavirus et d'empêcher que le nombre de personnes contaminées s'accumule aux portes des hôpitaux. C'était cela leur intention au début. Si cela était la bonne chose à faire ou non, ça, c'est à vous d'en juger. Je ne vais pas donner mon opinion sur cela. Est-ce que j'aurais agi différemment? Je n'ai pas pu donner mon opinion sur ces questions-là à cause de la décision du tribunal suprême fédéral. Donc, les mesures restrictives sont des mesures relevant de la responsabilité et de l'expertise encore exclusive des gouverneurs locaux et des préfets. Qu'avons-nous fait pour pouvoir gérer la question de l'emploi et du chômage ici au Brésil? Nous avons créé des programmes de relance avec des petites et des micro-entreprises. Nous avons allongé les échéances des dettes de l'État et supprimé les intérêts des emprunts que les États régionaux et les municipalités ont fait à l'État. Nous avons aussi distribué des équipements de protection contre le coronavirus en partenariat avec les préfectures et les États régionaux. Nous avons donc fait notre part du travail. Ce qui était à la charge du gouvernement fédéral a été très bien effectué. Nous avons su relever ce défi avec un grand sens des responsabilités. Nous déplorons la perte des personnes décédées. Mais dans un reportage datant d'hier, le journaliste Alexandre Garcia compare le nombre de décès de l'année dernière avec ceux de cette année, et cela pour chaque jour. Cette année, en 2020, il y a moins de morts par jour qu'au début de l'année dernière. Ça, c'est un fait sur lequel quelqu'un devra faire des recherches plus précises afin d'arriver à une conclusion. Pourquoi y a-t-il moins de morts que l'année dernière, tout type de décès confondus, même en période de pandémie? Ce sont les chercheurs et ceux qui connaissent le sujet qui doivent effectuer des recherches pour répondre à cette question. Une chose est bel et bien réelle, le coronavirus. Qui doit donc se protéger? Les personnes âgées, ce qui est mon cas, car j'ai 65 ans, et les personnes qui ont des problèmes particuliers, celles qui ont certaines maladies. Ces personnes sont les plus vulnérables car elles n'ont pas encore de système immunitaire assez résistant. Les autres personnes doivent, oui, faire attention, mais si elles attrapent le coronavirus, elles ne doivent pas non plus paniquer pour autant. Beaucoup de personnes ont contracté le coronavirus et elles ne l'ont su que longtemps après avoir fait le test et avoir su qu'elles avaient des anticorps dans leur organisme, et ça, bien plus tard. Elles ne savaient même pas qu'elles avaient attrapé le coronavirus. Par ailleurs, mesdames et messieurs, l'inquiétude concernant l'emploi existe également, et elle est très importante. On commence à lire dans la presse, ici par exemple, la faim tue plus que le Covid. Il n'y a pas que la faim qui tue, il y a la dépression aussi. Mettez-vous à la place d'un père de famille qui gagnait par exemple 2000 réals par mois, qui a 2 ou 3 enfants, qui vient de perdre son emploi et qui sait la difficulté que c'est de trouver du travail de nos jours. Il est presque impossible de trouver du travail aujourd'hui. Cela sans compter les 40 millions de personnes environ qui travaillent au noir au Brésil. Les vendeurs de viande grillée au coin de la rue, de beurre chocolaté au feu rouge, de gâteaux secs sur la plage, de maté dans les tribunes lors des matchs de foot, ces personnes-là ont perdu en moyenne 80% de leur pouvoir d'achat. C'est une situation très compliquée. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait pour les aider? Il a créé l'aide d'urgence, une aide de 600 réals. Il a commencé à la distribuer ces jours-ci, pour la 5e fois pour ce mois-ci, et la 6e partie sera distribuée au mois prochain. Mais l'État n'a pas les moyens de continuer à verser cette aide pendant très longtemps. Par mois, cette aide vous coûte à vous environ 50 milliards de réals. Nous ne pouvons pas continuer à nous endetter autant. Ce n'est pas de l'argent qui se trouvait dans un coffre quelque part. C'est de l'endettement de la part du gouvernement. Donc, j'espère que vos gouverneurs locaux et vos préfets commencent à ouvrir le plus rapidement possible les commerces, et ce, de façon responsable, comme ils ont toujours su le faire jusqu'ici. Qu'ils agissent avec chaque personne de manière particulière. Dans le cas contraire, les problèmes vont s'aggraver, et ce, de façon importante au Brésil. Si l'économie ne remonte pas,
Ça va être compliqué, très compliqué. J'ai toute confiance dans le ministre de l'économie, Paulo Guedes. Il a réalisé des interviews dans lesquelles il évoquait de manière positive que l'économie allait remonter. Je crois en ce qu'il dit. De plus, nous venons d'apprendre que la bourse allait atteindre les 100 000 points. C'est un chiffre que l'on avait largement dépassé l'année dernière et qui a chuté avec la pandémie de coronavirus. Nous sommes maintenant revenus à ce chiffre de 100 000 points. C'est le signe d'une relance de l'économie et d'une confiance dans les marchés. J'espère que cela continuera de s'améliorer. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Ils sont actuellement de 2,25%. Par rapport à l'année dernière, cette année, nous devons moins 120 milliards de réals aux investisseurs étrangers. C'est bon pour nous, ça aide notre économie, nous payons moins d'intérêts et notre dette diminue. Donc, il y a des signes d'une vraie relance de l'économie. Nous avons besoin que les gouverneurs locaux et les préfets commencent à réouvrir les commerces dans la responsabilité qui est la leur. Dans le cas contraire, les conséquences seront néfastes pour tout le monde au Brésil. Je me suis entretenu par visioconférence ce matin avec le ministre des Mines et de l'Énergie, l'amiral Bento. Lors de cette visioconférence, il nous a donné une information concernant l'heure d'été à laquelle nous n'avons pas passé cette année. Il m'a indiqué que cela nous a permis d'économiser environ 100 millions de réals. À ceux qui disaient que si nous ne passons pas à l'heure d'été, nous dépenserions plus, les faits prouvent le contraire. Nous avons dépensé moins 100 millions de réals par rapport aux années précédentes. Pour ceux qui se rendaient à leur lieu de travail le matin, les rues sont maintenant plus sûres grâce à la lumière du soleil. Donc, les employés étaient plus en sécurité cette année que l'année dernière. Et cela n'a pas non plus modifié notre horloge biologique. Ce décret date de l'an dernier. Nous nous sommes basés sur plusieurs projets du Parlement qui étaient en cours de réalisation à la Chambre des députés et au Sénat pour rédiger ce décret. Celui qui dirigeait la rédaction de ce décret était le député João Campos, qui a été remarqué comme étant l'un des partisans les plus actifs pour la suppression des changements d'heure au Brésil. Donc bravo à João Campos, car son objectif a été atteint. Il est maintenant important d'aborder le sujet de l'heure d'été. En finance, nous avons pu économiser 100 millions de réals. La sécurité s'est améliorée en ce qui concerne les horaires de travail et l'horloge biologique, elle, n'a pas bougé. Aujourd'hui, j'ai échangé avec les chefs d'État d'Arabie Saoudite, du Paraguay et de la Colombie. Demain, ce sera les Émirats Arabes Unis et le Chili. Nous continuons à faire nos échanges commerciaux et nos relations internationales continuent de tourner à plein régime. Malheureusement, je ne peux pas me rendre à l'étranger, ni eux non plus. Je devais me déplacer dans plusieurs pays ces jours-ci. Je ne peux pas non plus recevoir de chef d'État. Cela est toujours mieux pour relancer l'économie, pour resserrer les liens entre les pays. Mais à cause du coronavirus, cela n'a pas pu se faire. Mais nous restons toutefois en contact par visioconférence en travaillant dans ce sens. Une triste nouvelle. Je déplore ici de voir ça et je refuse de me prononcer sur ces accusations-là. Monsieur Danilo Gentili m'accuse d'avoir été voir la chaîne de télévision SBT dans le but de le faire renvoyer. Jamais je n'ai été parler à un organe de presse dans le but de faire renvoyer qui que ce soit. Et en plus de cela, il me traite de FDP. Ça me désole que des personnes aient des soucis. Je ne sais pas s'il en a des soucis. On dirait bien qu'il rencontre des soucis avec la chaîne SBT et donc il montre du doigt la personne qui rend responsable de son échec. Je ne sais pas quoi dire. Ma pauvre mère, elle, qui a 93 ans, tombe sur une fausse accusation comme celle-là. Ça me fait de la peine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 88 ans de la révolution constitutionnaliste. Vive le peuple de São Paulo qui a mis son espoir dans la rédaction de la Constitution de 1932, qui voulait sa promulgation et qui a lutté pour sa liberté à cette période-là. Bien, terminons ici avec le dernier sujet qui est en vogue, la fermeture de pages sur Facebook dans le monde. Au Brésil, qui est-ce qui voit sa page Facebook supprimée? Ce sont ceux qui sont de mon côté, ceux qui sympathisent avec moi. Et il semble que la gauche aime jouer le rôle du moralisateur, du porteur de la vérité, etc. Sur le blog de Noblat, nous pouvons lire « Des mesures sont déjà en train d'être prises. » Et là, Noblat m'associe encore au nazisme. Et ici, on voit Amanda Evelyn qui s'interroge. Donc, si quelqu'un tue Bolsonaro, la peine de prison pourra être réduite? Je ne vais même pas rentrer dans les détails là-dessus. On peut lire des choses de ce genre dans les pages les plus diverses possibles.
Regardez comment c'est beau ça. Et personne ne parle de cette page pour dire qu'elle a été fermée. Voilà une autre page ici qui dit « Bolsonaro décapité ». Je vais cacher ici le nom de ce député fédéral qui déclare « Le jour du coup de couteau, Adil Obispo a été incompétent ou distrait. La page de cet homme n'a subi aucune fermeture. » Ici encore, voilà comment il faut faire pour assassiner Bolsonaro avec intelligence, en qualifiant Adélio comme incompétent. Choisissez le type de couvert adéquat, introduisez-le correctement, tournez-le dans la plaie, a écrit Victor Teixeira. Personne ne parle de fermer cette page. Je ne demande même pas à ce que la page de quelqu'un soit fermée. Não se dialoga com fascista, lugar de fascista na cadeia. Me chamando de fascista. Geralmente esse pessoal que me chama de fascista nem sabe o que é fascista. Je lis ici, on ne dialogue pas avec les fascistes. La place d'un fasciste, c'est en prison, en me traitant de fasciste. En général, ces gens qui me traitent de fasciste ne savent même pas ce que c'est être fasciste. Je peux lire ici, l'avion de Bolsonaro pourrait bien se cracher dans l'océan Atlantique. Ça serait beau ça. Ça me donne envie de me moquer de ces idiots-là. Regardez encore, les Brésiliens ne seront libres que quand le dernier des Bolsonaro sera pendu avec ses tripes, etc. Bien, et donc, que doit-on faire en voyant tout cela? Parfois, quand j'assiste à ça, je suis chez moi, la télévision toujours allumée. Je travaille et parfois, je jette un coup d'œil aux infos en changeant de chaîne. Et la mode, en ce moment, c'est de dire que les pages de la famille Bolsonaro, de conseillers qui perçoivent de l'argent public pour ce qu'ils font, propagent la haine. Moi, je mets au défi cet organe de presse-là, plusieurs organes de presse d'ailleurs, ces personnes à la télé qui laissent de la place à tout ça, de me montrer un texte, à moi, contenant de la haine ou de personnes qui travaillaient avec moi. Montrez-moi une seule image de moi qui contienne de la haine, sur mon Facebook ou sur celui de mes enfants. Montrez-moi une image, il n'y a rien. Et tout le temps, ce sont des accusations de haine. Qu'est-ce que je gagnerais aujourd'hui en accusant qui que ce soit au Brésil de quoi que ce soit? Il n'existe rien à ce sujet. Rien. Zéro. Zéro. Pourquoi cet acharnement? Logiquement, et je ne vais pas dire son nom, cette chaîne de télévision est contente de ça, car elle pense qu'en nous rendant difficile l'accès aux médias sociaux, les gens croiront à ce que raconte ce genre de chaîne de télévision. Mais non, ils ne vont pas y croire. Ces chaînes de télévision ne sont plus crédibles depuis longtemps. Les gens ne marchent plus dans leurs mensonges. Ce qui manque au Brésil, ce n'est pas une chaîne de droite, c'est une chaîne qui soit droite. Peu de programmes de radio et de télévision sont de qualité. Et ceux qui sont dignes de confiance se comptent sur les doigts d'une main. Est-ce qu'elles existent? Oui, elles existent. Et elles grandissent en prestige, en popularité et en nombre d'annonceurs. Et elles réussiront. Maintenant, pour ceux qui travaillent jour et nuit pour faire tomber le gouvernement, pour dire que nous produisons de la haine, qu'est-ce que la haine? Et quelle haine? Montrez-moi un texte. Que ça vienne de mon Facebook, de mon Instagram ou de mon WhatsApp. Bon, c'est vrai que sur WhatsApp, c'est plus difficile de voir ça. Même en allant chercher du côté de mes collaborateurs dans le pouvoir législatif ou judiciaire, sur n'importe quel autre réseau social, nous ne trouverons rien. C'est lamentable ce qu'il se passe. Nous ne pouvons pas perdre notre liberté de presse. Ça m'a élu comme président de la République. Aujourd'hui, j'ai vu un parlementaire de la gauche qui a dit que ces pages que Facebook a fermées doivent être récupérées et envoyées à l'Institut brésilien de thérapie centré sur les émotions, dans le but de salir l'image de Bolsonaro et de Sergio Moro. Pourquoi est-ce que je devrais avoir menti contre la gauche pendant les élections? Si j'avais menti à propos de la gauche, ça aurait joué en leur faveur. Je dois dire la vérité à leur sujet. Je pourrais mentir en disant que le scandale Petrolão n'a jamais eu lieu ou alors que le scandale de Mensalão n'a jamais existé. J'aurais pu démentir ces détournements faits par les précédents gouvernements de gauche ou mentir sur les presque 2 milliards de réals qui ont été versés au gouvernement de gauche par les États-Unis. Cet argent-là n'a pas été le fruit d'un quelconque détournement d'argent de ce parti de gauche, ni de quelques membres des partis du centre. Pourquoi aurais-je donc menti à ce moment-là? Que quelqu'un me montre une de mes déclarations faites pendant les élections, dans laquelle je mentirais sur la gauche. Que l'on me montre des preuves qui montrent que j'ai détourné de l'argent public pour alimenter ma campagne présidentielle. Cela m'aurait en fait coûté très cher. Je n'ai pas touché à un seul centime des caisses de mon parti. Sur les 10 millions de réals qu'il y avait dans les caisses du parti, je n'ai touché à rien. Le Parti social-libéral avait pourtant le droit de bénéficier de cet argent. En plus, nous avions fait une cagnotte de 4 millions de réals. J'en ai dépensé 2 millions et quelques. Nous voulions faire don des 2 millions restants à l'institution caritative Santa Casa de Juiz de Fora. Mais cela n'a pas été possible à cause de la législation. Nous avons donc rendu cette somme au parti et on m'accuse d'abus de pouvoir économique. On diffuse ainsi des fausses nouvelles.
Regardez, dans son clip de campagne, le Parti des travailleurs a diffusé des informations mensongères à mon propos. Vous vous souvenez de cette fille qui avait une croix gammée dessinée sur son ventre? Les conclusions de l'enquête ont été les suivantes. La fille avait elle-même fait ça ou avait consenti à ce qu'une autre personne le lui fasse. Et le PT a diffusé ça dans son clip de campagne. Ils ont dit que les électeurs de Bolsonaro tatouaient des croix gammées sur les ventres des partisans du PT, etc., etc. Dans quel but font-ils ça? Ils tentent sans arrêt de faire tomber le bloc Bolsonaro-Mourão ou bien de discréditer le gouvernement. Ils pensent qu'à force, ils discréditeront le gouvernement à l'usure, mais ils sont incapables de présenter ne serait-ce qu'une seule preuve de ce qu'ils avancent. Il se passe quelque chose? Est-ce que ça fonctionne? Veuillez nous excuser. Excusez-moi de ne pas pouvoir échanger avec vous. Même la semaine prochaine, je pense que cela ne sera pas possible parce que je ne pense pas que je serai totalement débarrassé du coronavirus, donc je n'aurai personne à m'écouter. Il n'y a rien de mieux pour notre pays que la merveilleuse équipe de ministres que nous avons actuellement. Je pense que nous n'avons jamais eu dans l'histoire du Brésil une équipe de ministres comme celle-là pour pouvoir répondre de manière très objective et précise à toutes vos attentes. Demain, j'espère pouvoir mettre un point final à la question du ministère de l'Éducation. As indagações de vocês, né? Eu espero aí amanhã colocar ponto final na questão do Ministério da Educação. Il s'agit d'un problème important. Il y a beaucoup de bons candidats. D'un autre côté, même s'il y a beaucoup de bons candidats, quand ils voient la montagne de travail que c'est d'être ministre de l'Éducation, les gens reculent. Cela, parfois même en raison de leur âge. Ils savent que le problème de l'éducation au Brésil est une lutte très importante. Mais une chose est sûre, c'est que nous devons commencer à changer l'éducation au Brésil. Car ce qui a été fait jusqu'ici, jusqu'au début de notre mandat, n'a pas fonctionné. L'expérience nous démontre bien cela. Ce que nous voulons tous, c'est qu'au bout de la chaîne, nous ayons de bons professionnels pour le marché du travail, pour qu'ils soient des employés, des patrons ou bien des libéraux. Ce que nous voulons, c'est cela. Et pour cela, il faut une personne qui sache promouvoir le dialogue, ce qui n'est pas facile, entre toutes les sphères de l'éducation. C'est cela notre volonté, avoir une personne qui sache concilier les choses. Il y a beaucoup de CV, beaucoup de bons candidats. Il y a de la pression, bien sûr, mais je ne peux pas choisir les personnes par indication ou sous pression. Tem vários currículos, muita gente tem pressão, tem, tá? Mas eu não posso botar as pessoas por indicações. On analyse le CV de tout le monde. J'ai parlé avec 5 ou 6 d'entre elles personnellement. C'est fatigant, il faut leur prêter une attention particulière, il faut les traiter avec considération, dire que telle ou telle discussion était juste un sondage ou un test. Il y a beaucoup de candidats en effet. Beaucoup veulent encore être choisis. Malgré le travail qui les attend, ils veulent être choisis. Et nous rencontrons des difficultés car, quand on désigne une personne, 5 ou 6 autres sont écartés et se fâchent très souvent avec nous. Donc demain, nous espérons résoudre cette question du ministère de l'Éducation. C'est un ministère très important, comme tous les ministères. Mais l'éducation a une signification toute spéciale ici au Brésil. Et si Dieu veut, nous choisirons le bon candidat dont nous vous dévoilerons le nom demain. Regardez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, mettez un pouce en l'air et faites-nous un don sur notre page Tipeee.